Patrice Desmazeries, alors voilà, on entend la dernière phrase, ça n'a jamais rien porté de concluant. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il n'y a rien qui a été fait depuis? Non, disons que les différentes agences américaines continuent de relever les témoignages. Il y a eu des rapports de la CIA qui ont pu être déclassifiés, on s'est aperçu effectivement qu'ils continuent de recueillir des témoignages quand ça concerne une partie de la population qui est importante. Mais moi, je n'ai pas découvert, en tout cas avec le travail que j'ai fait, un bureau d'études spéciales consacré aux ovnis ou aux phénomènes aériens non identifiés. Il n'y a même pas de l'équivalent du GIPAN aux États-Unis, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Officiellement, depuis la publication du rapport Condon, qui était le rapport d'une université américaine justement qui concluait au non-intérêt de ces études, ils ont officiellement tout arrêté. Ce qui est vrai, c'est que on a aujourd'hui quand même des phénomènes aux États-Unis qui sont assez nombreux. Avec des témoignages quelquefois particulièrement troublants. Et c'est quand même bizarre de voir que dans ce cas-là, le gouvernement américain, enfin les autorités américaines ne communiquent absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une enquête qui devrait être menée, notamment sur les lumières de Phoenix ou des phénomènes qui sont particulièrement troublants. On parlera des lumières de Phoenix en fin d'émission, mais justement, vous avez essayé pour prendre contact avec les institutions américaines, et à chaque fois, c'est quoi? C'est refus, c'est on ne communique plus, c'est tout ça simplement... n'existe plus, tout a brûlé. Oui, ça n'a aucun intérêt, on ne communique plus dessus, et voilà, c'est no comment. Ouais. Alors, Jean-Pierre Petit, justement, je me tourne vers vous maintenant avec ce livre OVNI et armes secrètes américaines. Vous, récemment, on n'est pas dans les années 50, on est beaucoup plus tard dans le temps. Vous avez rencontré des personnes lors de conférences ou lors de congrès à droite à gauche. Vous avez rencontré des personnes qui connaissent ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que pour vous, justement, la recherche aux États-Unis est toujours active sur ce sujet? C'est exactement ce que j'ai entendu, moi, à Brighton, en décembre 2000. Et j'ai rencontré des gens qui étaient impliqués dans des projets de ce genre. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que c'était des gens compétents, quoi, c'est tout. Par exemple, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des torpilles hyper véloces qui allaient à des vitesses phénoménales. À cette époque-là, personne ne le savait. Maintenant, on commence à savoir qu'il y a des torpilles qui vont à 500 km/h. Mais à l'époque, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai ouvert aussi un petit peu des yeux ronds. Puis maintenant, c'est pas 500 km/h, c'est 2000. Il y a des torpilles MHD. Et quand j'ai discuté avec ce gars-là, dont je ne vais pas donner le nom parce que je préfère que ce soit confidentiel, je lui ai dit, mais comment est-ce que vous savez tout ça? Il me dit, c'est moi qui ai développé la torpille MHD américaine. Voilà. Alors, le rapport entre la torpille MHD américaine, dont vous parlez, et le rapport avec les ovnis dont on parle, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ces phénomènes sont étudiés concrètement aux États-Unis, ce même OVNI? Quand j'ai parlé à ces gens-là, ils m'ont dit, mais bien sûr, nous, on est au courant depuis 1947, il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est une chose naturelle. Je vous assure, c'était mâchoire décrochée. Pour eux, c'est qui pour eux? C'est-à-dire, c'est une élite gouvernementale, c'est les services secrets, c'est pas le... Enfin, qui est au courant? Puisqu'officiellement, on n'a jamais entendu dire, on parlait de Roswell en début d'émission dans le petit sujet, oui, nous avons eu contact avec un cas d'OVNI avéré, c'est carrément pas le discours qui tienne, au contraire. Je veux dire, il y a des strates comme ça, il y a des étages où on ne pénètre pas, c'est tout. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des gens qui ont les credentials, ils ont l'accréditation, c'est tout. Ils sont dans le coup. Mais par exemple, les gens que vous avez rencontrés, eux, ils ont ordre de ne rien dire ou ils sont pas au courant. Mais il y a des études très intenses aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Mais ces recherches dont vous parlez, elles ont été concrètement, je veux dire, apportées par des études sur les ovnis? Bien sûr. Totalement. Mais bien sûr. Et des ovnis, donc je pousse encore le bouchon un peu plus loin, pour vous, forcément d'une intelligence non terrestre? Ça me paraît difficile qu'il y ait une autre hypothèse, vous savez, franchement. Étant donné les témoignages, les histoires des années 50, on ne peut pas faire marcher des trucs comme ce que racontait Michaud en 1975. On fait pas circuler un dirigeable à 9000 km/h avec la technologie de 1975, c'est pas possible. Ou alors j'ai loupé un épisode. Hein. Oui, même encore maintenant. Alors... Gilles Pinon, vous avez entendu un petit peu ce qui se passe autour de cette table. Donc voilà, on a des cas concrets. On a a priori les États-Unis qui ont plus qu'une longueur d'avance sur nous. Dixit Jean-Pierre Petit. On a pas mal de cas concrets, en tout cas souvent avérés. Le gouvernement français, vous, c'est un petit peu votre cible, en gros, dire il va falloir se bouger. Et pourquoi? Donc par rapport aux États-Unis, vous savez qu'ils sont plus en avance que nous, les autres pays, la France en est vraiment en retard, il est temps qu'on se lève un petit peu les manches? Il y a quelques éléments qui laissent à penser effectivement qu'ils ont pris beaucoup d'avance sur nous. En tout cas, moi je suis certain d'une chose, c'est qu'aux États-Unis, on ne fait pas d'impasse. Et il est impensable
que les états-majors et que le Pentagone n'aient pas été mis au travail sur des événements aussi extraordinaires que ceux qui nous ont été décrits tout à l'heure. Et il faut savoir que les états-majors ont des méthodes de travail. Or là, nous sommes en présence d'un phénomène, vous l'évoquiez à l'instant, qui est vraisemblablement intelligent, qui ne répond pas aux lois ordinaires de la nature, qui est discret, furtif, brouillé. Or, les états-majors disposent d'une méthode pour étudier ce genre de phénomène. C'est la méthode des états-majors qui a été mise au point aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que à la même époque que la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est ce qui permet de faire une analyse d'une situation lorsqu'il n'y a que des données, disons, naturelles, modélisables, mais lorsqu'il y a une intelligence dont les motifs sont incertains. Lorsque on est en présence d'une menace qui n'est pas avérée mais qui est incertaine, eh bien il faut utiliser les bonnes méthodes qui sont les méthodes d'état-major employées par tous les grands états-majors, mises au point par les Américains encore une fois. Il est impensable que cette méthode n'ait pas été appliquée aux OVNI. Nous demandons à ce que le gouvernement français veuille bien mettre nos états-majors au travail, et je vous assure que s'ils sont mis au travail en appliquant la bonne méthode, ils arriveront aux conclusions auxquelles quelques-uns d'entre nous sommes déjà parvenus. Alors vous dites clairement dans cette lettre, vous évoquez largement aussi l'hypothèse extraterrestre, soyons clairs. Nous installons dans l'hypothèse d'une intrusion extraterrestre. Voilà, des êtres intelligents, au niveau de connaissances inégaux et au développement psychique et biologique éloigné, seraient capables de se comprendre. C'est ce que dit dans cette lettre. Donc, en gros, quand vous envoyez cette lettre au gouvernement il y a un an, aujourd'hui, réponse ou bilan, il y a eu des... Alors nous avons reçu des réponses fort aimables mais très évasives, et de la part du cabinet du président de la République qui nous dit que la lettre a été transmise au ministre de la Recherche. Le Premier ministre nous a répondu que lui aussi transmettait la lettre au ministre de la Recherche, et le ministre de la Recherche, enfin son cabinet, nous a répondu qu'il ne manquerait pas d'en tenir compte et de lancer les bonnes études. Nous demandons une étude exhaustive sur le phénomène, sur une intrusion, sur une intrusion extraterrestre. Nous demandons une étude de validation de l'hypothèse extraterrestre. En deuxième partie de l'émission, on parlera d'un point de vue stratégique, qui est aussi au cœur du jeu, justement. Oui, parce que il est certain que si effectivement l'étude valide l'hypothèse de l'intrusion extraterrestre, il faut bien voir que nous sommes en présence donc d'une civilisation qui nous observe, qui a une politique, qu'en application de cette politique, elle a une stratégie, et qu'il est donc urgent de réfléchir à la stratégie qu'il faut lui opposer. Or, nous sommes parvenus à la conclusion que le phénomène n'était vraisemblablement pas hostile, mais qu'il était peut-être éminemment dangereux pour des raisons de choc culturel. C'est un sujet extrêmement intéressant de savoir qu'est-ce qui se passerait si il y avait un éventuel contact. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va revenir aussi avec vous après Jean-Pierre Petit. Concrètement, scientifiquement, il y a des choses à faire. On va découvrir ça dans une deuxième partie d'émission. Mais avant ça, je voulais quand même vous présenter un sujet qui n'est pas si éloigné des ovnis. C'est un sujet aussi qui est traité de la même manière, à savoir il y a des études scientifiques qui vont être validées, d'autres qui vont dire c'est une supercherie, il va y avoir des canulars autour de ça. On les appelle les crop circles. Regardez. Ils sont observés essentiellement dans le sud de l'Angleterre depuis les années 60 et plus récemment sur toute la surface du globe. À ce jour, leur nombre est évalué à plus de 5000. On les appelle les crop circles ou cercles de culture. Si on en croit les sceptiques, un nombre croissant de personnes passeraient des nuits blanches à réaliser ces œuvres d'art. Pourtant, pour les dessins les plus compliqués, les scientifiques sont perplexes et ont de plus en plus de mal à attribuer ce phénomène à quelques faucheurs farceurs. La chercheuse Lucy Pringle a rassemblé une impressionnante base de données de ce phénomène mystérieux. En observant ces dessins de près, un certain nombre d'éléments restent inexpliqués. Les épis de blé ne sont pas coupés, mais pliés en forme de spirale comme écrasés par un tourbillon. Les tiges ont subi des malformations tout à fait troublantes. Et surtout, certains dessins récemment